épuisé toutes ses capacités et qui s'est essoufflé au fil des ans et s'est bloqué à un régime de croissance d'entre 4 et 5, incapable de créer plus de 60 à 70 000 emplois face à des demandes additionnelles cumulant les écarts d'année à une autre. Que viennent faire les politiques industrielles ici? Eh bien, parmi les politiques sectorielles et économiques qui s'apprêtent le mieux à une action publique volontariste, c'est le secteur industriel. Parce que le secteur des services il est généralement lié aux activités matérielles et parce que le secteur agricole accepte des transformations à terme et lentement et qui ne s'apprête pas facilement à une politique volontariste et demeure tributaire des aléas climatiques. Tout le monde sait qu'il n'existe pas un pays dans le monde qui soit puissant économiquement et qui ne soit pas un pays puissant industriellement. L'industrie, elle est le réceptacle de la science, de la connaissance, des progrès techniques. Elle montre l'ingéniosité d'une population, sa capacité d'assimiler le progrès technique, de contribuer et de le diffuser. Le secteur industriel produit des effets d'entraînement direct, indirect et induit pour l'ensemble de l'économie, pour l'ensemble de l'agriculture, pour l'ensemble des services. C'est une activité motrice. Cette activité motrice, il nous a été interdit de l'encadrer par la puissance publique du fait de la pensée néolibérale commandant notre pays depuis longtemps, mais surtout depuis l'adoption du programme d'ajustement structurel en mai 1986, que la mondialisation a charrié vers les politiques libres échangistes. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous sommes aujourd'hui encore 3 gouvernements après la Révolution, encore sous le joug du consensus, du modèle excluant du consensus de Washington. Aussi prendrai-je plaisir à en dévoiler certains aspects à travers la politique industrielle. Voici comment je vais organiser ma communication. J'ai prévu de parler de 3 axes. D'abord, présenter la question, la définir, parce qu'il y a toujours confusion entre la politique industrielle et d'autres instruments de politique économique, et notamment le développement industriel. Je vais vous parler de ce qu'a été la politique industrielle en Tunisie d'une manière très très succincte, du début de l'industrialisation de 1962 jusqu'à actuellement, et je finirai par la proposition d'un nouveau modèle de politique industrielle. Donc 3 axes. Je commence par le premier. Donc les politiques industrielles, c'est quoi la politique industrielle? C'est un ensemble d'orientations et de mesures coordonnées par les pouvoirs publics pour agir directement sur la structure de la production ou agir sur les conditions de détermination des attitudes des agents. C'est-à-dire agir directement ou inciter les agents à agir. Elle recourt, la politique industrielle, à des instruments de différentes natures, budgétaires, monétaires, fiscales, ce qui constitue le système d'incitation à l'investissement d'un pays. Et à ce titre, elle pose un problème de bornage parce que ces outils peuvent être confondus avec des outils d'autres politiques économiques. La question de la politique industrielle, comme je vous les ai dit, elle a été récusée par la théorie néolibérale parce qu'elle est considérée comme véhiculant l'interventionnisme étatique, entendre le socialisme. Donc, elle a fait l'objet d'une grande controverse qu'elle n'arrête pas de nourrir. Cette controverse de la politique industrielle recoupe à peu près la même controverse quand on parle de politique libre-échangiste et de protectionnisme, ou bien quand on parle du rôle de l'État, l'État gendarme, l'État régulateur, ou l'État facilitateur, l'État-providence. C'est à peu près la même controverse. Et le contraste reste, et le débat demeure ouvert, mais le rebondissement de la théorie économique et l'analyse des faits industriels montrent aujourd'hui que ce débat est erroné et que la réalité est vers un continuum d'intervention publique et qu'il n'y a pas de
marché d'un côté et l'administration ou l'encadrement administratif d'un autre, et que les frontières s'estompent le plus souvent. Donc, on peut considérer que la politique industrielle devrait recevoir ses lettres de créance et que sa légitimation et sa justification ne reposent guère sur des principes ou des préceptes idéologiques des économistes de gauche, mais pas du tout. C'est dans les théories de la concurrence imparfaite qui demeurent des théories qui demeurent dans le carcan libéral que nous trouvons des justifications. Théoriquement, elle peut se justifier par au moins deux arguments. La politique industrielle, elle est justifiée dans la théorie libérale et même néolibérale par le principe de l'échec du marché, failure market. Les forces de marché n'arrivent pas à fonctionner correctement et les États brandissent la politique industrielle pour corriger. Par exemple, lorsqu'une entreprise pionnière lance une innovation, elle assume des coûts de départ et d'autres entreprises en bénéficient. L'État intervient au profit de l'entreprise innovatrice pour la subsidier, pour l'aider ou bien pour corriger les économies externes, les déséconomies externes dont elle fait l'objet. Mais les politiques industrielles sont susceptibles d'être préconisées pour lutter contre ce qu'on appelle la concurrence imparfaite, en cas par exemple de distorsion liée à des grosses entreprises. Les exemples font légion. On a fait de la politique industrielle pour lutter contre des monopoles privés, contre des structures oligopolistiques, le cas de Bill Gates, le cas de AT&T, etc. Et le second argument le plus courant, et qui est reconnu même dans la théorie du commerce international libéral et même dans les traités, l'accord de libre-échange de la Tunisie avec l'Union européenne, reconnaît le droit de l'État d'intervenir pour protéger le marché ou les industries naissantes. Dans le texte Word que je vais vous remettre, vous trouverez un survey des rebondissements théoriques actuels de 2011-2012 de la plume d'économistes très célèbres qui travaillent aux États-Unis, comme par exemple Philippe Guillon, et qui réhabilite la politique industrielle. Et il y a des recommandations qui émanent aujourd'hui d'organismes internationaux demandant aux États donc, de revoir leur politique industrielle vers un peu plus donc, de fermeté. La Tunisie, elle a fait de la politique industrielle depuis 1962. Moi, j'organise l'expérience tunisienne en matière de politique industrielle en typologie d'ordre 4. La première politique industrielle, je l'ai appelée politique d'industrialisation dans le cadre d'un modèle d'import-substitution, d'industrialisation par import-substitution, entamée depuis 1962. C'est une politique industrielle supplétive. L'État se substitue au marché parce que le marché n'existe pas. À l'époque, il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas d'opérateur privé en Tunisie. Le jeune État tunisien a dû prendre en charge l'œuvre de développement industriel, comme il a pris en charge toute l'œuvre de développement. Ce qui a été fait en Tunisie n'était pas mauvais. Regardez un jeune État en 1962, créant des entreprises capitalistiques un peu partout dans le pays, la CMPA, du papier, de Gasserine, le sucre, la raffinerie de sucre de Béja, les SIM à Gabes, Menzig Bourguib al-Foulane, Béja, Sokor, le raffinage de pétrole à Bizerte. C'est la théorie des pôles de développement qui sont censés créer des effets d'entraînement, lesquels n'ont pas fonctionné. Bon, je pense que tout le monde comprend le français. Bien. Donc, ces effets escomptés d'entraînement n'ont pas marché et la Tunisie va faire ce qu'on appelle une nouvelle stratégie de développement que j'appelle une ébauche de libéralisme économique en 1972. Donc, il va se prolonger selon les mêmes préceptes jusqu'au milieu des années 80. Jusqu'au milieu des années 80, l'État, c'est une économie qui demeure dominée par le secteur public,
sous le couvercle d'un libéralisme économique, mais ce n'était pas un véritable libéralisme économique. Le secteur public est resté donc dominant, et c'est une industrialisation par la promotion des industries exportatrices. C'est le modèle à peu près qui continue jusqu'aujourd'hui. La libéralisation économique en Tunisie franche a commencé avec le programme d'ajustement structurel en 1986. Nous allons j'ai appelé cette politique industrielle une politique de stabilisation et d'ajustement libéral. Donc, comme progressivement, la politique industrielle va être déplumée. Et elle va consister à vendre les entreprises publiques et à renforcer l'intervention par le système d'incitation à l'investissement, et l'intervention de l'État va reculer. Seulement, et c'était sous l'influence des idées néolibérales qui contestent les choix sectoriels. Jusqu'à 1986, la politique industrielle de la Tunisie était orientée vers des secteurs et des marchés, décidés par l'État. Le marché, c'est le marché extérieur, qui bénéficie de plus d'incitation, et le secteur, c'est les industries manufacturières. Ça va mal avec la théorie néolibérale de la Banque mondiale et du FMI, qui ont demandé à l'État, qui plaident en faveur de ce qu'on appelle la neutralité des systèmes d'incitation. Le gouvernement tunisien va l'appliquer en 1993. 31/12/1993, la loi de finances, on indique le nouveau code d'incitation à l'investissement qui va consacrer les principes horizontaux et revenir sur les choix sectoriels et les choix verticaux. Et 2 ou 3 années plus tard, c'est l'accord de libre-échange, et l'État se rend compte que la mondialisation réinvente l'intervention de l'État, la mondialisation libérale réinvente la politique industrielle, et elle a été réinventée en Tunisie 3 ans, 2 ans, juste 2 ans après la conclusion de l'accord de libre-échange. J'ai désigné le programme de mise à niveau, qui est une véritable politique industrielle active. Donc, à la fois, on fait un système d'incitation qui consacre la neutralité et les principes néolibéraux, et puis la mondialisation nous bouscule, et on revient sous la bénédiction du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. Il ne voit aucun inconvénient à ce que l'État se dote de politique industrielle, et c'était donc entre la neutralité et l'encadrement actif. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Je résume dans les points suivants. Les résultats de la passivité de la politique industrielle jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle donne? Donne des faibles taux d'investissement. Par exemple, le taux d'investissement chez nous, il est de 22 à 23, mais il est de 15 pour le secteur privé, contre jusqu'à 35 dans les pays du sud-est asiatique. Faible taux de valeur ajoutée et de potentiel d'expansion. La balance de devise de la plupart des activités des sous-branches est soit négative, soit trop faible. Il y a une trop forte dépendance des importations d'input. Le tissu industriel, il est de très faible envergure. La compétitivité elle est basée sur les prix et non sur la qualité. Les exportations ont un contenu élevé en importation et ne sont pas conformes aux tendances du commerce mondial. C'est-à-dire la demande mondiale va vers des produits où la Tunisie ne réalise pas de progrès dans les exportations, car elle exporte toujours des produits classiques, de la sous-traitance électrique et électronique et de la confection. Quelques slides. Le résultat, vous regardez ces chiffres, c'est sur la politique de recherche-développement. La Tunisie, un pays comme la Finlande, consacre 3,51% de son PIB à la recherche-développement. C'est pourquoi il a une compétitivité structurelle. La Tunisie consacre 0,71, la moyenne mondiale c'est aux alentours de 3. Donc notre travail, notre effort en matière de recherche, développement est très faible et ça explique tout. Regardez le nombre de brevets tunisiens dans
Comme résultat, nous avons un tissu industriel qui est émietté. Il se caractérise par une atomicité qui n'est pas propice à des politiques de relance. Si on prend le secteur des industries manufacturières privées, les entreprises privées qui ont plus de 10 salariés représentent 4,5% de toutes les entreprises dites manufacturières. 4,5% ont 10 salariés et plus. Celles qui ont 0 salariés, c'est-à-dire des entreprises unipersonnelles, représentent 66% des entreprises manufacturières. 1 à 9, 27, 10 à 49, 45, et les entreprises qui ont 50 salariés et moins, c'est-à-dire qui ont et plus, qui ont un potentiel de croissance, sont de l'ordre de 2,5%. Regardez quel tissu industriel avons-nous en Tunisie depuis le programme d'ajustement structurel. Je vous donne des chiffres sur la structure, sur l'emploi par branche, sur le taux de valeur ajoutée. Regardez, 23%, c'est le taux de valeur ajoutée de toute l'industrie manufacturière, c'est-à-dire le taux d'intégration, c'est-à-dire le PIB, vous savez, c'est la sommation des valeurs ajoutées. Pourquoi on ne fait pas tant de croissance? Parce qu'un secteur qui est capable de produire ne fait pas de la croissance, il fait peu. J'ai parlé de la balance de devise, regardez les taux. Il y a des balances excédentaires, il y a d'autres déficitaires. Bien. Nous avons un coût d'un système d'incitation qui nous coûte chaque année environ 1410 millions de dinars. Il vient d'être renouvelé. Maintenant, les 5 minutes qui me restent, je vais les consacrer à ce qu'on appelle un nouveau modèle de politique industrielle. Je voudrais d'abord poser des considérations préalables, ensuite parler des mécanismes et des typologies des politiques industrielles équivalentes, et je sollicite l'indulgence de Monsieur le Président. Bien, je vais être rapide. D'abord, les considérations préalables et de principe. Si on n'est pas d'accord sur ces principes, il n'y a pas un nouveau modèle de développement et il n'y a pas un nouveau modèle de politique industrielle. Il faut reconsidérer le modèle de l'ajustement structurel du consensus de Washington. Et je me détourne là. Il faut réhabiliter le rôle économique de l'État et dépasser le blocage idéologique. Partout où il y a crise, les États des pays industrialisés interviennent. Dans les crises financières, les États sont intervenus avec force. Chez nous, il reste encore un blocage idéologique. Et lorsqu'on demande la réhabilitation du rôle économique de l'État, on est comme accusé d'être has-been. Il faut inscrire le développement et la lutte, le développement régional, le terme régional manque, et la lutte contre la pauvreté à la tête des priorités nationales. Il faut sauvegarder la durabilité, promouvoir une économie basée sur le savoir, la recherche, le développement et renégocier notre insertion à l'économie mondiale. Maintenant, quels sont les mécanismes pour mettre en œuvre un nouveau modèle de développement ou un nouveau modèle de développement industriel? D'abord, un cadre idoine, participatif. Ce n'est pas une décision administrative, la conception, elle devrait être participative. Et surtout, consacrer la démocratie locale. Il faut commencer par la localité et arriver à l'échelle nationale et non le contraire. Il faut restructurer le système productif par des politiques de remontée de filières. Il faut concevoir des politiques sectorielles sélectives et créatrices de valeur et d'emploi. Une politique de formation professionnelle, professionnellement promouvante et socialement valorisante. Une réforme fiscale. Et à ce titre, il ne faut pas faire un code de citation à l'investissement qui est de la fiscalité après tout, avant la réforme fiscale. C'est une grosse erreur ce qu'ils sont en train de faire. Revoir donc le système d'incitation et appliquer une politique efficace de l'influence. Maintenant, qu'est-ce que peut faire la Tunisie? Voici une kyrielle de politique industrielle. Il y a ce qu'on appelle les politiques industrielles défensives. Il y a les politiques industrielles offensives pour encourager des secteurs à haute valeur ajoutée, pour favoriser les relations interfirmes. Donc, c'est les achats locaux, pour les industries qui ont un potentiel de croissance. Il y a les politiques industrielles stratégiques. Il y a différentes stratégies d'intégration, de diversification, de spécialisation, de focalisation. Et puis les politiques structurelles de développement industriel qui cherchent donc à élargir les bases
de l'accumulation. Il y a des politiques de restructuration et de reconversion industrielle, d'activité en activité, de niche en niche. Il y a des politiques de construction des filières de production. Quand on a des filières, la filière textile par exemple, à 95% textile de matières premières, filature, tissage, design, confection. Là je vais vite. Les Tunisiens sont en aval des filières dans la confection. Là où il y a le moins de savoir-faire et le moins de valeur ajoutée. Donc les segments vacants à Dogo, c'est les trous par lesquels entrent les effets, le taux de pénétration, la pénétration, c'est autant de consommation intermédiaire, autant de dépenses en devises, autant de dépendance technologique et autant de désarticulation et d'handicap à la croissance. Voici quelques idées que je remercie pour votre attention. المداخلة القيمة فقط البرنامج الذي قدم لي على أساسه أنه تقع 3 مداخلات ثم نقاش لمدة ساعة، وأنا أعتقد أنه عن المداخلة القيمة نتاع لساني وننتظر أن تكون المداخلات الأخرى نجم هالبرنامج هذا ما نحترموش. إذا تراوا أنه نتعداوا للنقاش فيما يخص المداخلة الأولى وتشوفوا أنها أنجح فاللي تراوا أنتم، إذا تراوا نتعداوا المداخلة الثانية اللي تراوا أنتم. أنا في اعتقادي وأنه باعتبار فيها أمور فنية وفيها احتمال اللي راوا أنه معناها نتناقشوا نفتح باب النقاش للمداخلة الأولى ثم نمر، وبقى ديما هكا ما نحاولوا باش نحترموا الوقت اللي هو 20 دقيقة للمتداخل و20 دقيقة للنقاش. اش تراوا انتم؟ تعداوا المداخلة الثانية أخي. تعداوا المداخلة الثانية. ياخذ الوقت. إذا المداخلة الثانية سي المنجي المقدم.